Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 36. Dans ce cas d'espèce, je vais traiter la problématique du football comme mythe et également comme nouvelle religion de l'ère consumériste et de l'empirisme organisateur. Certains prétendent que le sport est la continuité, voire la continuation de la politique par d'autres moyens. Je reprends la phrase de Matthias Fekl, qui fut secrétaire d'État auprès du ministère des Affaires étrangères et du Développement international, faisant pratiquement référence à la célèbre, je dirais, phrase de Clausewitz, qui a prononcé ces mots lors d'une allocution devant un parterre de journalistes, interrogés le matin lors d'une demi-finale. Je ne peux pas dire que demi-finale, ce n'est pas ça important, l'important ce sont ses dires, et dont il s'exprimait sur les liens politiques et le sport. Je dirais, outre une fonction géopolitique, on peut considérer que la légitimation, par exemple, d'un régime dictatorial, tel que au JO, par exemple, de 1936 à Berlin, ou à la Coupe du monde de football en Argentine, ou même, rappelez-vous, l'équipe du Chili, qui devait jouer contre les soviétiques, et qui finalement, cette équipe jouait absolument seule, puisque l'équipe avait refusé de participer. Bien entendu, le sport, et a fortiori le foot, remplit donc des fonctions sociopolitiques prééminentes, permettant d'encadrer idéologiquement les foules, les aliéner, comme l'a pu l'affirmer à un moment donné Guy Debord, et également un sociologue assez connu dans le milieu du sport, qui se nomme Jean-Marie Braun, qui est connu pour sa théorie et ses critiques du sport. Alors, bien entendu, cela se base un petit peu sur la théorie critique du sport, dont Guy Debord avait traité un des volets dans la société du spectacle. Il critique un spectacle sportif omniprésent pour son côté politique, idéologique, mais également économique, ne nous trompons pas. Ainsi, je dirais, en plus d'être un outil d'endoctrinement populaire, tel que l'on le retrouve dans les régimes autoritaires, entre guillemets, et aujourd'hui dans les démocraties utilisant les armes de la dictature, chez Ratchakotine, le foot est devenu le reflet d'un monde globalisé, empirisé par le capitalisme et ses logiques marchandes, voire même de marchandisation. Pour de nombreux observateurs, tels que par exemple le philosophe assez connu, dont j'ai un profond respect, Jean-Claude Michéa, la soumission du football aux logiques ultralibérales s'est matérialisée par l'adoption de l'arrêt Bosman en 1995, livrant le marché des transferts aux règles de la libre concurrence et transformant les joueurs en des marchandises qu'on s'arrache pour des dizaines de millions d'euros, sorte de marché aux esclaves de luxe dans différents pays émergents, voire pays du tiers-monde. Entre la capitalisation boursière de nombreux, je dirais, grands clubs, les milliardaires ou les milliards d'euros dépensés en droits, TV, sponsors, etc., les scandales de corruption ou encore les intérêts géopolitiques liés à l'obtention de l'accueil d'une compétition internationale, également l'investissement des pays du Golfe dans des petites équipes afin de recruter certains individus pour d'autres causes. Bref, le football semble bien loin d'être encore le sport du peuple par excellence. Mais je dirais qu'à l'inverse, un spectacle qu'on lui offre, tel une pilule de soma. Alors pour autant, je dirais, s'il est difficile de contester la libéralisation du football professionnel, ou encore, je dirais, la fonction sociale et politique qu'il revêt, le plus souvent, peut-on réduire le football à son rôle de soft power et de partie importante du divertissement marchand à l'échelle mondiale. Revenons également à une certaine analyse
son temps, pu définir Antonio Gramsci sur le royaume de la loyauté humaine exercée au grand air. Alors, pour la petite histoire, pour ne pas trop m'éloigner du cadre et de l'idée surtout, je vais faire un petit explicatif de la naissance du football, pour que les gens puissent avoir cette information. Donc ce sport est né à la fin du XIXe siècle en Angleterre, en pleine révolution industrielle, au sein de l'aristocratie anglaise. Le football a pourtant vite été approprié par le prolétariat. Comme le souligne Jean-Claude Michéa, l'esprit collectif du sport, prôné par la classe ouvrière, a rapidement supplanté l'individualité technique et physique défendue par les classes supérieures. À l'heure où certains joueurs pèsent plusieurs dizaines de millions d'euros, le football populaire reste de manière historique l'apanage des classes populaires. Des docks de Manchester aux mines du nord de la France, des villas de Buenos Aires aux favelas de Rio, en passant par le FC Sochaux de Montbéliard. Le football est un vecteur principal d'expression des classes populaires, et je dirais que même la dérive économique de ce sport, son inscription dans une logique ultralibérale et les conséquences qui en résultent, cela finalement n'empêche pas deux équipes de s'affronter dans un parc avec pour but 4 manteaux grossièrement posés. Alors sans proposer une version édulcorée de la réalité de ce que est le football aujourd'hui, réfléchir uniquement en termes de contrôle des masses et de capitalisme serait réducteur. Et surtout, j'aurais le courroux et les foudres de ces, je dirais, détracteurs. Surtout quand on prend en compte aujourd'hui que cela concerne des milliards de personnes dans le monde qui pratiquent ce sport en tant qu'amateurs. Le football a été et est encore un outil de propagande et de théâtre d'un conflit entre rois du pétrole arabe et oligarques russes, par exemple, qui souhaitent investir dans le marché du football européen, et il reste cependant un sport qui suscite chez les classes populaires une ferveur incomparable avec d'autres sports. Bon. Ainsi, certains auteurs marxistes critiquaient le football comme moyen de détourner les masses de la révolution marxiste. Il paraît nécessaire de nuancer ce propos en présentant le football comme la meilleure manière de s'exprimer pour les classes prolétaires autour du monde. C'est d'ailleurs pour ça que Pasolini et Camus, par exemple, ont défendu le football comme sport populaire par excellence. Finalement, rien n'est tout blanc ou tout noir. Et c'est ce que je dis souvent à mes détracteurs quand ils font une sorte d'analyse, je dirais, rapide et réductrice du marxisme, comme pour ma part, également mon analyse à l'égard du capitalisme, qui est plus souvent nuancée, car je sais au grand ou combien le capitalisme est multiple. Et donc, je dirais que, pour revenir à ce qu'il en est du football et de ce sport, même s'il est impossible d'affirmer que le foot est l'opium du peuple, au contraire que les classes populaires se sont appropriées historiquement, et ce jusqu'à aujourd'hui désormais, même conscient des scandales financiers, des spéculations financières autour de ce football pro, pourrions-nous en définitive supporter, arrêter de regarder ce spectacle sportif et ainsi alimenter l'industrie qui le régit? Le football, certes, a évolué au fur et à mesure des sociétés qu'il a côtoyées, du monde amateur. Il s'est adapté dans le carcan économique dans lequel il agissait. Il a côtoyé du monde, je dirais, à un milieu passant de l'amateurisme à un milieu professionnel, régi par les lois du marché. Et s'il y a peut-être une chose qui est restée intacte, c'est la passion de tout supporter derrière son équipe. Une passion qui en fait sa force et qui le rend indissociable du peuple. Voilà, je voulais faire cette petite analyse succincte pour faire réfléchir les méninges chez pas mal d'individus. Je ne suis pas là pour condamner ce sport, mais simplement que les gens puissent revenir à une certaine réalité, bien que je n'ai pas vraiment, je dirais, d'engouement personnel à l'égard de ce sport. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Bref, audio, petite pensée frivole, mais de bonne alloi.
Je vous remercie et je vous dis à la prochaine chronique.